français, ma langue maternelle. D'abord pour remercier les organisateurs, la famille Bévénis, monsieur le recteur, de cette conférence qui est un hommage à Jacques Bévénis, qui était un de mes collègues depuis longtemps, effectivement, avec lequel nous avons collaboré au niveau d'immunologie. Au début, je ne l'ai pas suivi dans ses percées tout à fait nouvelles, mais il se trouve que les travaux sur le virus du sida ont conduit à se rapprocher un peu de ces idées, et c'est ce que je vais essayer de vous exposer aujourd'hui. Je crois qu'il faut rappeler la mémoire, n'est-ce pas? La mémoire est fondamentale. Si nous existons aujourd'hui, c'est grâce à deux mémoires. Une mémoire très ancienne, la mémoire génétique, qui est basée probablement sur plusieurs milliards d'années. Et nous avons accumulé, les êtres biologiques qui nous ont précédés ont accumulé d'énormes quantités d'inventions moléculaires, cellulaires, organismes, et nous bénéficions de cette mémoire. Il ne faut pas oublier que nous avons donc cette mémoire biologique extrêmement fidèle, mais aussi qui est capable de varier, c'est la mémoire du DNA. Le DNA est là. La deuxième mémoire que nous avons, qui est aussi importante, c'est la mémoire culturelle, qui, elle, est beaucoup plus récente. Il y a seulement quelques milliers d'années que nos ancêtres ont pu utiliser le langage, l'écriture, et puis plus récemment l'imprimerie, et maintenant la mémoire digitale, Internet. Et ceci est très important aussi. Sans les inventions de nos ancêtres, nous ne sommes pas ici aujourd'hui. Tout ce qui est dans cette salle est lié à un travail patient d'inventeurs, de beaucoup de personnes, d'une travail collective, qui s'est accumulée et surtout a été conservée, transmise d'une génération à l'autre. Mais cette transmission ne se peut faire aussi que grâce à la première mémoire, la mémoire biologique. Et donc la question que nous nous posons, est-ce que dans cette mémoire biologique, est-ce qu'il n'y a pas eu, avant le DNA, une mémoire autre, la mémoire de l'eau, qui est un liquide extraordinaire, nous disent des physiciens, qui est un liquide extrêmement répandu, enfin un composant, pas toujours à l'état liquide, mais qui est extrêmement répandu dans l'univers, l'eau. Et d'autre part, est-ce que cette mémoire, donc, aussi peut encore exister à l'heure actuelle à travers le DNA et le RNA? C'est une question donc que nous nous posons aujourd'hui. Bien sûr, on ne va pas totalement la résoudre, mais je voudrais donc vous présenter des résultats de biologie, mais qui, je souhaite, intéressent aussi les physiciens, car effectivement, ce que je vais vous montrer a probablement ses explications, non pas par la biologie, mais par la physique. J'ai commencé d'abord, à partir du virus du sida, à me poser la question, est-ce qu'il y a des cofacteurs qui causent le sida avec le virus? Et dans les laboratoires, nous savons que le virus est presque constamment accompagné de petites bactéries qu'on appelle des mycoplasmes, qui n'ont pas de paroi. Et vous en avez ici un exemple en forme de poire qui se fixe sur un morceau d'un lymphocyte, d'une cellule, et cette fixation par une protéine spécifique, une adhésine, permet au mycoplasme de pomper un certain nombre de métabolites de la cellule. Ces mycoplasmes sont en effet des parasites facultatifs de nos cellules. Ils peuvent aussi être multipliés dans un milieu totalement acellulaire, un milieu assez riche avec du sérum, mais on peut aussi donc très bien les cultiver avec des cultures de cellules humaines. Alors ces mycoplasmes font à peu près 300 nanomètres, alors que le virus du sida, HIV, fait environ 100 à 120 nanomètres. Donc très naïvement, je me suis posé la question si on peut se débarrasser du mycoplasme qui accompagne le virus par une simple filtration de 100 nanomètres qui va probablement éliminer donc le mycoplasme. Et donc voilà ce qui a été fait. Donc on cultive des cellules lymphocytaires humaines ou des lignées
lymphoïdes. On les infecte avec un mycoplasme qui est Mycoplasma pirum, qui est un mycoplasme relativement fréquent qu'on trouve chez des donneurs de sang, qui est proche par ses structures de Mycoplasma pneumoniae, mais qui pour l'instant n'est pas connu comme étant pathogène. Nous avons quand même des indications pour penser qu'il peut aussi causer des pneumonies comme Mycoplasma pneumoniae. Donc l'idée était de prendre un surnageant et de le filtrer à travers des filtres de 100 nanomètres ou même 20 nanomètres. Et ce qui a été observé, c'est que le filtrat lui-même, quand il était incubé avec des cellules humaines non infectées, bien contrôlées pour être sans mycoplasme, eh bien, on retrouvait le mycoplasme au bout de 2 à 3 semaines. Alors, le schéma général de l'expérience est le suivant. Donc, est-ce qu'il y a un pointeur? Ah, merci. Donc, tout à fait en haut, vous avez une culture. Une culture de... Voilà. Merci. Merci. Une culture donc de lymphocytes humains avec ce mycoplasme. On le filtre. On le filtre d'abord sur un fil qui va éliminer les débris, mais qui peut laisser passer les mycoplasmes. Et on va ensuite le filtrer sur un filtre de 20 ou 100 nanomètres. Et à ce moment-là, le filtrat, en principe, n'a plus de mycoplasme. Et ça, on peut le vérifier par des techniques moléculaires très sensibles qu'on appelle PCR, Polymerase Chain Reaction, qui permet de détecter même une molécule de DNA. Et la résultante montre que le filtre a bien marché, c'est-à-dire que la PCR, et même une deuxième PCR qu'on appelle le PCR nesté, en I, est tout à fait négative. Donc, plus de DNA dans ce filtrat. Eh bien, si on met ce filtrat, donc, qui ne contient que de l'eau, pratiquement, eh bien, avec des sels, eh bien, sur une culture de lymphocytes qui, elle, n'est pas infectée, on va récupérer ce mycoplasme au bout de 8 à 21 jours, un peu plus quand on filtre à 100, un peu moins, un peu plus longtemps quand on filtre à 20 nanomètres. Alors, il y a aussi, ici à droite, des expériences de centrifugation pour montrer la densité de cette fraction. Normalement, les mycoplasmes ont une densité extrêmement précise qui est de 1,21. Eh bien, si on centrifuge donc le filtrat sur un gradient de densité, on s'aperçoit que le filtrat est infectieux dans presque toutes ses fractions. C'est-à-dire que, contrairement au mycoplasme de départ, nous avons ici quelque chose de très large, d'une densité alors de 1,25 jusqu'à 1,15. Donc ceci montre que la fraction qui est infectieuse est différente de la fraction du mycoplasme de départ. Donc c'était la première expérience qui nous indiquait que peut-être une information génétique peut être parfois transmise du DNA à quelque chose qui existe dans l'eau. Donc, et ceci m'a amené donc à collaborer, non pas avec Jacques Benveniste lui-même, puisque malheureusement il a disparu prématurément, mais avec sa famille, ses fils et aussi ses collaborateurs, dont Jamal Aïssa, qui est ici. Et nous avons donc fait une première étude pour savoir est-ce que les filtrats du mycoplasme pouvaient être caractérisés du point de vue biophysique, par exemple par l'émission de signaux ultramagnétiques, et nous avons de signaux électromagnétiques. Et nous avons eu la surprise dès la première expérience, donc ceci remonte à plus de 2 ans et demi, et nous en avons fait depuis beaucoup plus, bien sûr, de voir que effectivement ces filtrats pouvaient, à certaines dilutions, émettre des ondes de très basse fréquence électromagnétiques à partir de 500 à 2000 Hz. Et la question, bien sûr, est toujours posée de savoir la relation entre la présence de ces signaux et le phénomène que je vous décrivais tout à l'heure. Alors, le principe est inspiré donc de la technologie mise au point par Jacques Benveniste et ses collaborateurs. C'est de placer un échantillon, donc le filtrat, au-dessus d'une bobine à solénoïde, un sensor coil en anglais, comme on dit,
d'amplifier le signal électrique qui va résulter de cette solénoïde et ensuite de l'analyser dans un logiciel sur un ordinateur. Donc voilà le principe. Et bien sûr, il y a des détails qui sont un peu compliqués car ça n'est pas toujours, c'est pas si simple que ça. Alors, quand on analyse de façon brute les signaux qui sont émis entre 1 et 20 000 Hertz, on a quelque chose comme ça, qui est évidemment très, très complexe et qui en fait dépend d'abord du bruit de fond. Nous avons un bruit de fond, un noise, n'est-ce pas, qui est probablement lié à beaucoup de facteurs de l'environnement électromagnétique où nous sommes plongés. Et on peut dire que plus nous allons dans notre civilisation digitale, plus nous sommes entourés de signaux électromagnétiques de haute fréquence, mais ces signaux de haute fréquence aussi ont parfois des résonances de basse fréquence. Donc c'est un facteur très important. Et il y a aussi probablement le géomagnétisme, le magnétisme provenant des particules que nous recevons du Soleil, des astres. Donc c'est un bruit extrêmement compliqué. Mais ce qui est remarquable, et c'est un phénomène assez grossier que nous avons observé, qui est relativement facile à observer, c'est que quand il y a un signal positif, il y a une augmentation de l'amplitude de ces signaux et surtout la fréquence est différente. Vous avez en haut une analyse de Fourier, donc pour rechercher les harmoniques de ces signaux, et vous voyez que sur le bruit de fond, en haut, vous avez surtout des basses fréquences, notamment la fréquence en jaune, c'est la fréquence du courant électrique, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un conducteur près de nous, eh bien, nous sommes exposés à un champ électrique, et ceci est montré ici. Mais si vous avez donc un signal positif, vous avez une augmentation relative de signaux de plus haute fréquence, ici autour de 500